merci à l'ORFC pour avoir mis cet atelier pour leur conférence parce que c'est souvent un sujet marginalisé. C'est un travail très important que nous avons fait depuis des années maintenant. Moi, je m'appelle Kate. Je viens de Coati. C'est une collective qui utilise des technologies alternatives pour l'interprétation. Issa va parler après moi. Elle venait du secrétariat international de la Via Campesina et elle était organisatrice pour les événements internationaux. Et Lucia, voilà, le titre de notre atelier, c'est la justice linguistique. Lucia est une interprète de conférences et elle est aussi un bénévolat pour les événements de la Via Campesina. Nous nous sommes rencontrés à travers d'organisation des questions linguistiques pour la Via Campesina. Et pour vous qui ne connaissez pas, la Via Campesina, c'est un réseau international pour des paysans, des agriculteurs. Deux fois par an, il y a des conférences internationales et une conférence internationale très grande chaque 4 ans qui réunissent des organisations des paysans, des agriculteurs qui parlent plusieurs langues. Donc, il faut coordonner les luttes pour les paysans à travers du monde. Ces réunions se déroulent dans des différents pays ou des différents continents à chaque fois, et cela pose des défis importants. La plupart des réunions se déroulent dans des langages plus dites internationaux comme l'anglais, le français ou l'espagnol. Beaucoup de personnes parlent ces langues parce qu'il y a une histoire souvent assez brutale et violente due au colonialisme. Donc, ces langues ont été imposées sur des personnes. Mais pas tout le monde parle ces langues. Et très souvent, il y a des personnes qui sont marginalisées ou même exclues de la participation de ces conférences. Beaucoup de personnes doivent contribuer ou parler dans des réunions dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle. Parfois, ils ne veulent pas s'exprimer dans une différente langue ou même ne peuvent pas comprendre. Donc, nous utilisons des interprètes. Très souvent, les orateurs parlent trop vite. Parfois, il y a des délais avec l'interprétation. Donc, pour les personnes qui ne parlent pas des langages plus dominantes, ils ont souvent un désavantage. Donc, les réunions internationales sont très souvent dominées par des personnes qui parlent très bien l'anglais, par exemple, parce que cette langue a dominé l'histoire et comme résultat des espaces. Même quand il y a une langue, par exemple, si tout le monde utilise l'anglais ou se parle en anglais, il y a aussi des dynamiques de pouvoir qui dépendent de comment on utilise les paroles. Donc, par exemple, moi, je viens du Royaume-Uni et un accent au Royaume-Uni dit beaucoup sur une personne. Et puis, il y a du jargon qui va différencier les personnes. Nous prenons des décisions politiques selon des mots qu'on utilise. Il y a des langues comme l'espagnol ou le français où il y a un élément significatif du genre. Et puis, il y a des mots avec de l'importance
il y a des mots qui sont politiquement très importants. Par exemple, avec la Via Campesina, il voulait vraiment utiliser le mot paysan et surmonter la connotation négative du mot paysan. Donc, tous ces éléments contribuent à cette idée que le langage est une sorte de pouvoir. Nous croyons dans l'organisation horizontale. Donc, ça veut dire qu'il faut être engagé à pouvoir surmonter ces barrières linguistiques. Donc, cela devient une lutte politique parce qu'il faut augmenter notre communication et créer des espaces pour des personnes qui ne parlent pas les langues plus dominantes. Donc, comme j'ai dit, Issa, Lucia et moi, nous nous sommes rencontrés pendant ce processus, et ça fait 15 ans maintenant que nous travaillons ensemble. Nous sommes ici pour un peu parler de ce qu'on a appris pendant ce processus. Et Issa va commencer par nous présenter un peu des idées. Bonjour, merci Kate. Merci tout le monde pour votre attention à ce sujet. C'est un sujet que nous tenons au cœur. Et c'est souvent oublié pendant les débats, les réunions. Et plus particulièrement pour les mouvements internationaux. Je vais vous raconter l'histoire de mon expérience dans la Via Campesina, mais je ne travaille plus avec la Via Campesina. J'ai commencé ma carrière comme organisatrice pour la communication pour le mouvement agricole en 2005. Mes premières journées de travail étaient à Hong Kong où des agriculteurs organisaient des manifestations contre l'OMC. Il y avait plus de 2000 agriculteurs sur les rues qui venaient du Corée, mais de l'Amérique latine, de l'Europe, de l'Afrique. Et donc, c'était une période difficile au niveau politique, mais aussi pour la communication. Les réseaux sociaux n'existaient pas. À cette époque, il y avait des sites web et aussi les emails et les médias. Et les médias racontaient un peu l'histoire qu'on était comme des terroristes qui étaient en train d'envahir Hong Kong. Donc, c'était très important d'avoir nos moyens de communication nous-mêmes pour pouvoir expliquer au monde ce qu'on faisait là et pourquoi les agriculteurs se sentaient marginalisés dans un système qui utilise le free trade, comme l'OMC essaye de faire. Donc, on avait un site web. On a pris un petit bureau avec 3 autres employés. Et la police descendait chez nous tous les jours. Donc, on était en train de courir partout, tout le temps. Il y avait des manifestations, il y avait la police qui nous suivait. Donc, on n'avait pas le temps de traduire les documents ou les sites web, mais il y avait vraiment un envie dans notre mouvement de propager un peu ce qu'on faisait. Donc, on avait des contacts bilatéraux avec des autres traducteurs. Donc, on a créé un groupe, un mailing list, une liste de courriels. Ils étaient à Madrid, à New York, au Brésil, partout. On avait 5 noms et on les a tous mis sur une liste parce que c'était impossible d'avoir des conversations bilatérales à chaque fois. Donc, à la fin de la journée, on a fait un communiqué de presse et puis la nuit, ils nous renvoyaient leur traduction. Donc, on a commencé avec un très petit groupe et puis de plus en plus de personnes nous ont rejoints. Donc, la liste devenait de plus en plus longue et c'était un peu comme de la magie parce que parfois, il fallait une traduction du coréen jusqu'au mandarin. Et puis, il y avait quelqu'un qui pouvait le faire. Donc, c'était vraiment incroyable.
Cela nous a permis de produire des matériels. Ok, ce n'était pas d'une très haute qualité, mais au moins on pouvait informer notre mouvement et les médias qui s'intéressaient de nous. Les médias se concentraient plutôt sur les manifestations et le chaos, mais pas pour la raison pour laquelle on était tous là. Donc j'aimerais vraiment insister sur le rôle très important de la communication et les traductions. C'est notre seule manière de contrôler notre langue et le message. Donc après cette période et ces événements où les agriculteurs ont dû aller aux prisons pendant la nuit, on a vu qu'avec ce réseau de traducteurs, on pouvait vraiment beaucoup mieux s'avancer. Donc la première chose qu'on a fait, c'était de consolider ce groupe de traducteurs. Et si vous êtes aussi dans le métier de l'organisation, je vous encourage vraiment à travailler avec les traducteurs comme groupe et pas comme individuel. Parce que comme organisateur, c'est impossible d'avoir du contact bilatéraux comme ça tout le temps. Et cela crée aussi un dynamique. Et comme ça, les personnes puissent auto-organiser. Et ça marche de manière... ils sont des bénévolats. Et vous allez vous sentir moins seul et moins coupable de parfois devoir dire non. De dire non à la traduction. Parce que parfois, je vais être là, Lucia, s'il te plaît, fais-le. Mais peut-être tu n'auras pas le temps. Donc, il y a cette pression qu'on ne veut pas vraiment mettre sur ce travail collectif. Donc, tout ce travail a été fait sur une base volontaire. Il y avait des traducteurs professionnels. Et ça a très bien marché. Donc, je pense que dans les équipes de la Via Campesina, il y a peut-être 200 bénévolats qui traduisent tous les jours des textes entre des langues. Donc, ce mouvement ne pourrait jamais marcher sans cette base de traducteurs. Donc, quand je parle des traducteurs, il y a des personnes qui font la traduction écrite, les communiqués de presse, les articles, les conférences, les programmes des conférences, etc. Mais nous avons aussi dû organiser l'interprétation. Donc, ça, c'est traduction en live. Donc, s'il y a dans une conférence, je pense que ça se passe maintenant, ça se déroule maintenant. Donc, quelqu'un écoute ce que je dis et puis ils vont le traduire vers ma langue maternelle, qui est le français, ou bien vers l'espagnol, par exemple. Donc, on a dû organiser ça aussi. Ça devient difficile techniquement pour s'organiser, pour organiser des équipes d'interprètes. On pensait qu'il fallait juste peut-être 4 interprètes qui voulaient aller voyager, par exemple, et puis on a découvert qu'ils parlaient des langues qui n'étaient pas utilisées dans la réunion. Donc, il y a beaucoup d'aspects techniques qu'il faut pas oublier quand on organise des réunions. Moi, je ne suis pas interprète et je n'ai pas vraiment compris que les interprètes avaient besoin des pauses après 30 minutes parce que sinon, leur cerveau vont être détruits. Et après, la qualité ne sera pas très bonne. Donc, physiquement, c'est pas possible. Mais comme organisateur, nous pensons qu'ils doivent travailler 12 heures par jour comme nous. Donc, on a beaucoup appris. Et cela fait partie du processus qu'on a eu avec Kate et Lucia. On a dû comprendre cette réalité d'avoir plusieurs langues et comment les interpréter.
Donc, on a organisé les équipes d'interprètes un peu dans la même manière pour les événements. Kate a expliqué qu'il y a 2 conférences principales. Il y a une grande conférence tous les 2 années, et puis il y a des autres événements, des autres ateliers, mobilisations, etc. Donc, il fallait organiser les interprètes pour tout ça. On a eu quelques échecs. Au début, la Via Campesina travaillait avec des bénévolats qui étaient militants. Et pour eux, c'était très important de partager leurs opinions pendant qu'ils interprétaient. Par exemple, ils disaient cette femme de l'Inde a dit ça, mais moi, je ne suis pas d'accord du tout. Et donc, c'était très compliqué. Et puis, sur chaque continent, il y a des réalités différentes. Donc, on a eu quelques mauvaises expériences. Et donc, après ça, la Via Campesina a décidé de travailler avec des traducteurs professionnels. Mais cela a été difficile aussi parce qu'ils ne pouvaient pas rester avec notre rythme. Ils ne comprenaient pas toujours notre travail et c'était beaucoup, beaucoup trop cher. Donc, on a commencé à travailler avec des nouveaux groupes de traducteurs et on a créé un peu plus des règles. Et je pense que Lucia va nous expliquer comment être un militant et un traducteur, et comme c'est une situation assez complexe. On a dû travailler avec nos groupes. Les interprètes sont bénévolats, mais ça ne veut pas dire que c'est un service gratuit. Un service gratuit même. Donc, il y avait un groupe d'interprètes qui était là pour nous soutenir et c'était aussi une contribution politique à notre mouvement. La seule chose qu'on peut faire pour les aider à faire leur métier, c'était un peu de respecter leurs limites, leurs limitations. Par exemple, il ne faut jamais parler trop vite, il faut les laisser des pauses et puis quand ce n'était pas dans les moments de réunion, par exemple, si on était en train de brosser nos dents, on ne pouvait pas dire « Kate, est-ce que tu sais dire à l'interprète ?» Il ne faut pas trop surutiliser les interprètes. Je pense que Lucia va expliquer comment les interprètes se sont organisés eux-mêmes. Ils ont créé un groupe eux-mêmes. Donc, notre engagement au mouvement de la part du secrétariat, moi je faisais partie du secrétariat, c'était de fournir traduction et interprétation en 3 langues. Donc déjà, c'était un énorme défi d'avoir tout en anglais, français et espagnol. Donc pendant plusieurs années, j'ai vraiment résisté de laisser passer des autres langues parce que pour moi, c'était beaucoup trop. J'étais un lobby assez fort, mais ils m'ont vraiment poussé pour avoir encore de langues. Maintenant, le mouvement est capable d'organiser des énormes conférences avec 600 personnes et je ne sais pas combien de langues, mais ils ont réussi. Donc voilà, c'est tout. Je laisse la parole maintenant à Lucia. Il y a un écho? Ah voilà. Donc, je vais vous expliquer comment nous sommes passés à laisser entrer d'autres langues dans notre organisation. En effet, à un certain point, nos conférences à la Via Campesina sont devenues très professionnalisées avec de nombreuses personnes, des technologies qui étaient fournies par des équipes indépendantes. Il y avait vraiment un niveau de professionnalisme très élevé. Et c'était très confortable d'ailleurs en tant qu'interprète d'y travailler. Et ceci n'était fait cependant que pour les langues majoritaires telles que l'espagnol, le français, l'anglais. Parfois, lorsque nous nous rendions au Mali par exemple ou dans d'autres endroits, nous avions également de l'interprétation dans la langue locale.
puisque c'était évidemment la langue parlée par la majorité des personnes présentes à la réunion. Mais nous nous sommes rendus compte que nous voulions être plus inclusifs, parce que nous ne fournissions qu'un service d'interprétation assez limité finalement. Ce n'était pas suffisant. Il y avait des mouvements dans le monde entier qui envoyaient des délégués aux conférences, et ces délégués ne parlaient aucune des langues principales. Donc, dans certains cas, nous avions un membre de l'équipe qui servait d'interprète, et donc il devait faire son travail de membre d'équipe, son travail administratif, et en plus, il devait traduire pour leurs délégués en permanence, et tout seul d'ailleurs. Et comme nous le disions, c'est très difficile pour un interprète de travailler pour plus de 30 minutes d'affilée. Son cerveau fond, clairement. Donc je ne sais même pas comment ça a été possible de continuer de la sorte pendant aussi longtemps. À un certain moment, on s'est dit, ça ne peut pas continuer. Ça semblait peut-être être un détail parce que tout fonctionnait plus ou moins bien, les personnes se comprenaient, mais nous nous sommes rendus compte que des interprètes du coréen, hein, par exemple, des langues non majoritaires, travaillaient d'une manière différente, puisque c'était des interprètes qui n'étaient pas officiellement interprètes, donc ces personnes ne parlaient pas euh, devant l'audience, le public, et ensuite tout le monde entendait l'interprétation. Non, là, c'était plutôt un autre système, c'est-à-dire que l'interprète chuchotait à l'oreille de l'orateur et ensuite réexpliquait à toute la salle. Et donc c'était une autre façon de fonctionner. Et pour nous, c'était assez symbolique et important de le noter. Et ceci arrivait également avec des leaders du mouvement. Donc c'est pourquoi nous nous sommes dit que nous devions changer les choses. Et donc il fallait améliorer les conditions de travail des interprètes pour des questions simplement de respect de l'être humain, hein. Donc on a commencé à demander aux délégations d'envoyer plus d'un seul un interprète, et que ce soit des interprètes qui consacrent leur temps à cela, pas des membres de l'équipe qui s'occupent également de l'interprétation. Et nous avions demandé également que ces personnes soient des interprètes expérimentés, si c'était possible. Nous avons également demandé qu'ils nous mettent en contact avec ces interprètes afin que nous puissions les intégrer aux équipes, leur expliquer les technologies. Parce que pour vous, ça peut être quelque chose qui semble simple, mais avec le bon équipement pour travailler pour vos délégués, votre travail sera nettement meilleur si vous avez le son du floor, donc ce qu'on entend, ce que tout le monde entend, et si vous entendez et si vous pouvez parler sans chuchoter, c'est beaucoup plus facile, et c'est moins fatigant, vous n'avez pas besoin d'être tout le temps exactement à côté de votre délégué. Et donc ce genre de choses améliore vraiment les conditions de travail. Et nous avons commencé à travailler de la sorte, et les interprètes, les professionnels ou non professionnels d'ailleurs, sont devenus de réels interprètes. Ils n'étaient plus des membres de l'équipe qui traduisaient. Et donc toute la dynamique a changé. Ces personnes dont nous n'avions jamais entendu la voix ont commencé à prendre la parole. Et les interprètes traduisaient ce qu'ils disaient. Et ceci a réellement amené un changement dans la participation de ces personnes à nos réunions. Ils prenaient beaucoup plus souvent la parole parce que c'était facile pour eux. Et c'est devenu quelque chose de normalisé. Ils ne se sentaient plus responsables d'une intrusion avec leur langue minoritaire. Non, pas du tout. Là, ils pouvaient discuter et partager des points de vue qui leur semblaient importants. Et leur message, d'ailleurs, était bien plus compréhensible, enfin. Parce que les interprètes étaient moins fatigués, bien sûr. Ils étaient deux. Ils avaient le système, les équipements technologiques nécessaires. Donc, bien sûr, l'objectif, l'idéal, ce serait d'avoir 30 cabines, 30 langues, mais bien sûr, c'est pas possible. Si on doit attendre d'avoir des équipes d'une telle taille, rien n'arrivera. Donc, il y a à chaque fois des négociations
Euh, S'il y a une cabine libre, on essaye d'avoir une personne de cette langue-là, la mettre dans la cabine. Et donc, cela demande beaucoup de travail, beaucoup de soins apportés à ce que nous faisons. Mais bien sûr, évidemment, si nous ne nous intéressons plus aux personnes, alors notre travail n'a plus d'intérêt. Du moins, c'est ce que je pense. Voilà, ça c'était pour les langues minoritaires. On m'a également demandé de parler de comment nous équilibrons notre travail entre les interprètes professionnels et non professionnels. Et cette question du bénévolat pour les interprètes. Je suis, par exemple, une interprète. Je n'étais pas interprète professionnel quand j'ai commencé avec la Via Campesina, mais maintenant je le suis. Et donc j'avais 24 ans quand j'ai commencé. J'ai commencé à interpréter, à traduire. Et j'avais l'impression que les interprètes à l'époque étaient juste des personnes vénales qui n'aimaient que l'argent. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de très amusant à faire. En 2007, on m'a demandé d'aller à Nieleni avec la Via Campesina. Et je me suis rendu compte là que il était vraiment possible d'aider les gens à communiquer. Et c'est évident, c'est ce qu'on fait en tant qu'interprète. Et pourtant, c'était pas clair pour moi à l'époque. Le type de messages, de choses que j'ai entendues, que j'ai pu aider à transmettre, m'ont vraiment fait comprendre que c'était un métier que je voulais exercer. Donc en commençant à travailler avec la Via Campesina, je me suis rendu compte que j'étais vu comme un interprète professionnel. Parce qu'il y avait de nombreuses personnes qui n'avaient pas étudié la traduction et qui jouaient ce rôle-là. J'ai pu voir également que de nombreuses personnes sont devenues des interprètes parce qu'ils étaient militants et parlaient de nombreuses langues. Il y avait, ils, ils avaient beaucoup d'avantages par rapport à des personnes qui n'étaient pas militants parce que ils connaissaient les enjeux politiques, ils connaissaient les sujets. Et dans de nombreuses conférences, nous avons travaillé plus avec des militants, et dans d'autres, nous avons plus travaillé avec des interprètes professionnels. Et j'ai l'impression que, en fin de compte, un équilibre des deux est la meilleure solution. Quand on parle des interprètes, on nous dit toujours la même chose. Il faut se retrouver dans la pièce où sont les interprètes parce qu'ils créent toujours un groupe euh, un peu particulier. Les interprètes parlent beaucoup déjà, c'est dans leur nature. Et ils partagent leurs expériences. Et donc, c'était pour moi très enrichissant de pouvoir travailler avec des personnes qui venaient de contextes tout à fait différents. Cela m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Pourquoi expliquer les choses avec un mot et pas un autre. J'ai pu expliquer d'ailleurs moi-même de nombreux trucs et astuces que j'avais appris en tant que traductrice. Donc il y a vraiment beaucoup de potentiel. Une équipe s'enrichit du fait d'avoir des interprètes qui sont professionnels et non professionnels. En tant qu'interprète formé à cette profession, pour moi, c'était vital d'avoir trouvé la Via Campesina. Tout d'abord parce que je ne serais pas devenu interprète si je n'avais pas rencontré la Via Campesina, mais également parce que j'ai appris à travailler dans des contextes si difficiles et ça valait le coup en plus. Et donc ça m'a donné une autre vision de la vie d'interprète.
Et une fois, par exemple, je devais aller à une grosse réunion et j'avais raté mon avion. Et donc, c'était 2 jours de voyage. Et quand je suis arrivé à l'aéroport, il n'y avait personne, puisque évidemment, on m'attendait 2 jours avant. Et donc, quand je suis arrivé, j'ai appelé quelqu'un. Et finalement, j'ai vu un, un panneau là de la Via Campesina. Et on m'a dit, voilà, vous allez devoir rester toute la nuit dans l'aéroport. Parce que on n'a pas laissé les Coréens rentrer dans le pays parce qu'ils avaient peur qu'il y aurait des problèmes avec le G8. Et donc je me suis dit, mais c'est de la folie ce qui se passe ici complètement. Sur l'instant, sur le moment, ça m'a semblé terrible. Mais tout d'abord, j'ai compris l'importance de manifester, de rester là. Et d'ailleurs, ils n'ont pas pu rentrer dans le pays. Ces Coréens ont dû rentrer dans leur pays. C'est une honte d'ailleurs. Et après tout cela, je suis allé interpréter le jour suivant. J'avais pas dormi de la nuit. Et je suis devenu très résilient, très résistant aux conditions de travail difficiles. Je sais qu'il y a un tel enjeu et que la priorité n'est pas mon confort immédiat. Et donc maintenant, je suis capable de le, de le vivre parce que les interprètes n'ont pas l'habitude de cela. Ils sont très extrémistes dans leurs exigences. Et donc c'était vraiment une, quelque chose de très enrichissant pour moi. Et je pense que pour tous les interprètes, c'est enrichissant de travailler avec des mouvements sociaux. Et donc je vous remercie. J'ai commencé à interpréter avec la Via Campesina. Je n'avais pas étudié l'interprétation ou la traduction. J'étais une militante pour l'environnement, je parlais l'espagnol et l'anglais, donc souvent j'étais bénévole pour expliquer et traduire ce qu'il se passait durant les réunions. Et finalement, je l'ai fait avec la Via Campesina. Je ne me souviens même plus à quel moment, à quelle époque. C'était vraiment en urgence. Un ami m'a appelé, on m'a dit pourrais-tu te rendre en Norvège pour remplacer un interprète d'ici 2 jours? Je l'ai fait. Et en 2008, je me suis retrouvé à organiser, coordonner l'équipe d'interprétation pour la 5e conférence internationale de la Via Campesina au Mozambique. Une énorme réunion. Et donc, pour ce faire, j'ai parlé beaucoup avec Issa et d'autres personnes de la Via Campesina des difficultés politiques, des militants comme moi qui ont des opinions très fortes, qui jouent le rôle d'interprète. Et j'ai dû comprendre l'importance d'être impartial et de laisser la politique à l'extérieur. Parce que nous sommes là pour aider à la euh, conversation entre deux personnes qui ont le droit de prendre leurs propres décisions sans être influencées par notre propre opinion. Une des choses que nous avons effectuées, d'ailleurs, c'est de mettre en place un collectif séparé, un collectif politique, qui pouvait être un allié de la Via Campesina et d'autres mouvements avec lesquels nous œuvrions à l'époque, sans dire que nous faisions partie de ce mouvement, sans que les personnes ne pensent que nous avions le droit d'influencer les décisions politiques. À la Via Campesina, il faut comprendre que la position politique de la Via Campesina, c'est que c'est un mouvement de paysans, d'agriculteurs paysans. Je ne suis pas, personnellement, une paysanne, je suis née dans une ville, donc je n'ai aucun droit d'influencer les décisions qui sont prises dans ces espaces de discussion. Donc nous avons mis en place ce collectif politique qui s'occupait uniquement de la question des langues. Et donc c'est quelque chose à laquelle
nous avons commencé à beaucoup penser comment l'interprétation pouvait aider les débats politiques, et l'interprétation est devenue de plus en plus utilisée dans ces processus politiques, et il nous a semblé clair que la technologie était vraiment le facteur limitant. Les technologies d'interprétation sont très chères. Et donc, il y a une limite forte au budget que nous pouvons accorder à l'interprétation. Et d'ailleurs, il fallait diminuer le nombre d'interprètes parce que cela consomme énormément du budget d'un événement. Et nous nous sommes également rendus compte que nos choix technologiques étaient également des choix politiques. Il n'y a pas des choix techniques qui soient uniquement des choix techniques. Même si vous avez des fonds pour payer des services commerciaux, si vous payez une entreprise, vous lui donnez l'argent une fois et ça, c'est fini. Et une meilleure alternative, c'est d'investir dans les personnes, dans les équipements, dans la capacité pour pouvoir organiser des événements à l'avenir. Nous nous sommes également rendus compte de comment la technologie est mise en place et de l'effet que cela a sur la participation à la réunion et de comment la dynamique de la réunion. Quand on travaille avec de nombreuses langues, nous pensions savoir beaucoup de l'inclusivité et de la participation, et les choses fonctionnent un peu différemment en fait. Par exemple, et j'avais oublié de le mentionner dans mon introduction, ma langue maternelle est l'anglais, Isa l'espagnol, et nous avions également le français. Donc nous avions décidé de faire ces réunions en français, espagnol et en anglais pour dire que les gens pouvaient discuter dans leurs 3 langues. Oui, pour moi c'est plus facile de parler en espagnol, il faut être clair. Mais il y a des contraintes techniques pour la participation des personnes. Cela veut dire que, par exemple, l'interprétation est beaucoup plus facile à mettre en place dans une plénière avec seulement quelques personnes qui parlent et beaucoup de personnes qui écoutent. Et donc l'organisation où tout le monde, participative, où tout le monde peut prendre la parole, avec beaucoup de personnes qui peuvent discuter, interagir, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Cela demande beaucoup plus de ressources d'interprétation pour que tout le monde puisse avoir le même poids dans la discussion. Donc les décisions que nous prenons par rapport aux ressources d'interprétation auront un effet sur la dynamique de l'événement et son inclusivité. Donc au cours des années, nous avons essayé de créer nos propres technologies d'interprétation. Et en 2009, nous avons lancé Coati, le collectif pour l'autogestion de technologies de l'interprétation. C'était un collectif qui s'engageait à réinvestir les coûts de l'interprétation dans la conception et la construction d'alternatives pour les mouvements sociaux, en travaillant avec des organisations, en formant des personnes, afin de renforcer les capacités des mouvements sociaux d'avoir vraiment une interprétation durant leurs événements. Issa l'a dit, Lucie et moi, nous étions réellement un lobby pour introduire des langues minoritaires. Et un de nos engagements était celui-ci. Nous voulions travailler dans les limites du budget de la Via Campesina et en travaillant avec des interprètes régionaux, afin de produire des solutions accessibles, peu chères, pour répondre aux enjeux techniques et permettre l'inclusion. Et donc, nous avons essayé de trouver des manières d'augmenter les possibilités de participation active dans les petits groupes. Nous voulions vraiment fournir ces équipements pour qu'il puisse y avoir des traductions simultanées dans des langues autres que le français et l'anglais.
Et il convenait donc d'avoir un système de relais. Qu'est-ce que c'est? Alors, par exemple, s'il y a quelqu'un qui parle coréen dans la pièce, l'interprète coréen va probablement traduire en anglais, et l'interprète espagnol ne comprend pas le coréen, en général. Le français non plus. Et donc, il faut avoir la possibilité, pour les autres interprètes, d'écouter l'interprète coréen qui traduit en anglais. Et ensuite, ils le traduisent eux-mêmes simultanément dans leur propre langue. Il y a également la formation des interprètes, les aider à renforcer leur confiance pour qu'ils aillent dans les cabines, qu'ils fassent de la simultanée plutôt que de la consécutive. C'est ce qu'on faisait par le passé, c'est-à-dire qu'on chuchotait à l'oreille et puis après racontait devant le public. Et tout ceci se faisait avec des ressources très limitées, des équipements très limités. Parce que les conférences de la Via Campesina se déroulent dans de nombreux pays dans le monde. Et pour nous, la question de l'import et de l'export et du transport des équipements a toujours été majeure. Il faut minimiser la taille de l'équipement que nous utilisons. Et vraiment, le point culminant de ce projet d'expansion de l'espace pour les langues minoritaires a été la conférence de Bilbao, la conférence internationale de la Via Campesina à Bilbao. Parce que là-bas, nous étions à la maison, donc il n'y avait pas de coût d'importation, d'exportation, de transport. Donc nous avons pris tout notre équipement dans notre propre camion. On a traversé le pays et donc on avait tous les jouets nécessaires pour pouvoir faire ce qu'on voulait. Et donc durant cette conférence, il y avait 14 langues simultanément en plénière, avec des personnes qui parlaient en espagnol, français, en basque, en arabe, en russe, en indonésien, en coréen. Et je ne me souviens même plus de toutes les langues, mais il y avait une liste incroyable de langues durant les plénières. Cette expérience a vraiment ouvert les yeux de nombreuses personnes. Il y a eu des articles qui ont été écrits, et c'est de là qu'est venue d'ailleurs cette phrase que nous répétons toujours, sans interprétation, il n'y a pas de révolution. Et je ne sais pas ce qui vient après parce que la pandémie a un peu arrêté cette interprétation en présentiel. Et d'ailleurs, nous devons nous adapter. C'est la première fois d'ailleurs que je parle et que je suis interprété en ligne. Et d'autres personnes du collectif Coati travaillent sur cet événement-ci, sur l'interprétation. Et je ne sais pas vraiment quel est l'avenir pour nous, mais il est important de penser à la technologie. Et je pense que c'est tout ce dont je voulais parler, Isa. On a pas mal de questions. Oui, j'essaie de regarder un peu des questions. Donc, il y a des questions plutôt pour les interprètes, en fait. J'en ai trouvé 3. Je vais commencer avec 2 autres questions. Une, c'est par rapport à le langage de corps, le langage corporel, et l'importance du langage corporel pour la communication. Et on a vu vraiment des personnes fleurir quand ils pouvaient s'exprimer dans leur même langue, dans leur langue maternelle. Donc, je ne sais pas si Kate ou Lucia, vous avez un exemple en tête pour démontrer l'importance de voir quelqu'un en train de parler leur langue maternelle, pour entendre les sons et les bruits de leur langue quand ils s'expriment.
pense il y en a plusieurs exemples de personnes qui, comme Lucia a dit, allaient chuchoter à leur interprète ce qu'ils voulaient dire. Et puis, la voix qu'on entendait dans la salle, c'était en fait la voix de l'interprète. Mais en les regardant en train de parler, en sachant que tout le monde l'écoutait, même si on ne comprenait pas leur langue, mais en sachant qu'on pourrait les entendre directement, ça a fait une énorme différence à la participation. Mais aussi un sens de fierté. Je pense que les personnes se sentent fières quand ils parlent leur langue maternelle. Notre objectif, c'était de faire entendre les voix des agriculteurs. Donc moi, j'étais convaincue par le lobbying pour les langages, pour les langues. Mais il y a aussi une question. Comment est-ce que les agriculteurs puissent avoir le respect des chercheurs? Il y a l'expression « ceux qui ne savent pas faire vont devenir professeurs ». Donc moi, je pense que les agriculteurs savent beaucoup plus que les chercheurs. Et parfois, les agriculteurs sont devenus des traducteurs et interprètes et l'inverse. On a beaucoup d'exemples de ça, en fait. Quand les agriculteurs parlent, ils ont une voix très, très forte. Une voix même plus forte que les chercheurs. Donc, quand les journalistes voulaient faire une interview avec un agriculteur, le contenu était beaucoup plus intéressant quand l'agriculteur parlait par rapport au professeur ou l'universitaire. Donc, nous ne travaillons pas avec des présentations de PowerPoint. Nous travaillons avec l'expérience que nos agriculteurs ont. Les expériences pratiques. Et puis, il y a 3 questions pour les interprètes que j'ai vues. Comment est-ce qu'un interprète ou un traducteur, qu'est-ce que vous faites si vous n'êtes pas d'accord avec une décision politique? Ça, c'est une question. La deuxième, c'est par rapport à la traduction. Oui, ou plutôt le travail des interprètes. Comment prendre des décisions très vite quand vous faites votre travail? Comment est-ce que vous évitez des mauvaises communications? Ou éviter de faire des fautes, surtout dans un mouvement politique. Et la troisième question, comment est-ce que vous trouvez ce changement vers une interprétation en ligne par rapport en personne? Donc, Lucia. On t'entend pas, Lucia? Ok, on t'entend maintenant. Bon. Quand des personnes disent des choses que je ne suis pas d'accord avec en termes politiques, je pense que c'est très important de ne pas oublier que moi, je peux être d'accord ou ne pas être d'accord avec les personnes qui sont en train de parler de quelque chose politique ou idéologique. Mais pour moi, le droit de participer dans une organisation horizontale est un principe fondamental, c'est essentiel. Donc, pour moi, c'est très, très important que moi, je laisse mes politiques à côté. Moi, j'ai interprété beaucoup de choses que je n'étais vraiment pas d'accord avec. Mais si c'est un mouvement que je respecte, là, je vais respecter le principe que tout le monde a le droit de s'exprimer. Et mon opinion, c'est pas important dans ce sens-là. Je pense que c'est aussi très important de parler de la confiance. Donc, quand quelqu'un communique dans une langue que les autres personnes ne comprennent pas, ils sont
ils ont un gros désavantage parce qu'il faut avoir la confiance que moi, je communique leurs idées à la salle. Et ça, c'est une responsabilité énorme quand nous travaillons avec des bénévolats, les interprètes bénévolats. Il faut toujours vraiment surligner cette responsabilité qu'ils ont, d'être la voix de quelqu'un d'autre. Ça, c'est beaucoup plus important que mes opinions politiques, ou bien peut-être c'est même mon opinion politique. Oui, pour moi, d'un perspective professionnelle, c'est un peu impensable de dire ce qu'on pense pendant qu'on travaille. On est formé de ne pas partager nos opinions pendant qu'on travaille. Parfois, quand c'est dans un contexte un peu plus informel, cette règle n'est pas toujours respectée, mais moi, je ne l'ai pas vue, en tout cas. Moi, je travaille pour l'ONU et ça m'est jamais arrivé de commencer à partager mes opinions pendant que je travaille. Non, ça s'arrive jamais. C'est inconcevable, quoi. Je vois sur le chat une question comme quel conseil est-ce que vous avez pour des personnes qui essayent d'organiser ce genre de réunion? Là, on pourrait écrire un livre là-dessus. Ça nous a pris des années et des années d'expérience. Mais sur le site web Coati, il y a plusieurs ressources sur des astuces qu'on a appris sur les dernières années. Et vous êtes vraiment le bienvenu pour nous demander des questions. On est toujours là pour aider les personnes avec l'organisation multilinguistique. Le site web Coati, c'est coati.pimienta.org. On va bientôt devoir clôturer. Pour conclure, ou quelqu'un demande si vous pouvez répéter le site web. Je vais le mettre dans le chat. Donc, un conseil, c'est qu'il faut penser aux langues dès le début du processus politique pour l'organisation, parce que ça fait partie de l'infrastructure et de la relation que vous allez construire avec un mouvement. Il y a plusieurs aspects humains, techniques et financiers. Ce n'est pas quelque chose que vous allez planifier à la fin. Donc, il faut vraiment pas l'oublier et le faire dès le début. Ça, c'est un conseil pratique et pas académique. Mais je ne sais pas, Lucia, Kate, si vous aimeriez dire quelque chose de plus? Quelqu'un nous demandait ce que nous avons appris dans ce nouveau contexte en ligne. Donc, pour moi, c'est la première fois que je l'ai fait. Et je le fais comme oratrice et pas comme interprète. Donc, je ne sais pas vraiment. Mais je sais qu'il y a des interprètes qui sont en train de travailler maintenant, qui auraient peut-être des idées plus précises. Il y a aussi un technicien de Coati qui travaille avec l'ORFC sur ce sujet. Donc, vous pouvez nous demander peut-être plus tard, parce que là, maintenant, je n'ai pas vraiment une réponse, mais pour moi, j'espère qu'on va pouvoir avoir des conférences en personne bientôt. Lucia, non, ça va. Ben, merci beaucoup de votre attention. C'était bien de pouvoir partager notre expérience. Et nous vous souhaitons beaucoup de bonheur avec votre organisation multilinguistique. Et nous allons maintenant clôturer pour donner les interprètes une pause. Merci aux interprètes. Au revoir.